Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable folie, l'une des métamorphoses automobiles des plus radicales et franchement les plus fascinantes de toute l'histoire. Imaginez un peu la scène. On prend une petite citadine française, bien sage, la voiture de monsieur et madame tout le monde, et on la transforme de fond en comble pour en faire une véritable légende de la course. L'histoire qu'on va parcourir ensemble, ce n'est pas juste celle d'une voiture, c'est celle d'une époque incroyable où l'ingénierie se moquait complètement de la rationalité. Alors on est parti pour un plongeon au cœur de la brutalité mécanique. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Oubliez, mais alors oubliez tout ce que vous savez sur la Renault 5 classique. L'image de la petite voiture pratique pour aller faire ses courses, on efface. Prenez son moteur, jetez-le littéralement sur la banquette arrière, ajoutez un énorme turbo-garrette et élargissez les voies de 20 cm. Bam! Voici la légendaire R5 Turbo, le monstre du bitume qui a terrassé les supercars. Ce n'est pas une simple évolution, non, c'est une révolution totale, une vraie déclaration de guerre sur l'asphalte. Première partie, la genèse d'un monstre. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de la fin des années 70. Le monde du rallye est en pleine ébullition, et Renault a un besoin vital de briller en championnat du monde. Le problème? Eh bien, le grand ennemi à abattre, c'est la redoutable Lancia Stratos, une machine qui a été taillée sur mesure pour gagner. Il fallait donc une arme radicale. Le contraste entre les deux visions est juste dingue. D'un côté, la R5 standard, moteur à l'avant, traction, faite pour l'économie urbaine. De l'autre, l'idée de génie de Jean Terramorsi et du designer Marc Deschamps chez Bertone. On prend une décision complètement folle pour l'époque. On bascule le moteur au centre, à l'arrière, et on envoie toute la puissance sur les roues arrière. D'une petite traction paisible, on passe à une propulsion ultra sauvage, conçue pour dévorer les spéciales de rallye. Deuxième partie, une mécanique de supercar. Et là, on passe aux choses sérieuses, la mécanique. C'est là qu'on réalise pourquoi cette bête est une supercar cachée dans un corps de citadine. Au centre, on retrouve le fameux bloc Cléon-Fonte, le même qu'équipait les R8 Gordini et R5 Alpine. Mais ici, sa cylindrée de 1,4 litres a pris de très gros stéroïdes. L'élément clé de cette métamorphose, l'injection mécanique Bosch KG-Tronic. Oui, exactement la même technologie de pointe qu'il y avait sur la Golf 1 GTI. Sauf que, là où les R5 Turbo devient carrément diabolique, c'est que cette injection ultra précise est mariée à la brutalité absolue, à l'ancienne, d'un énorme turbo-garrette T3 avec son échangeur RR. Et tout ça balancé sur les roues arrière via une boîte manuelle à 5 rapports. Une vraie bombe à retardement. D'ailleurs, l'évolution du modèle est super intéressante. La toute première génération, la R5 Turbo de 1980, c'était une vraie pièce d'orfèvrerie. On parle de porte et d'un toit en aluminium pour un poids plume de seulement 970 kg. Sans parler de cet intérieur signé Bertone asymétrique, bleu et rouge, digne d'un vaisseau spatial. Et puis, en 1983, pour baisser un peu les coûts de production qui étaient colossaux, Renault sort la Turbo 2. Fini l'aluminium, on passe à l'acier, le poids monte un tout petit peu à 1040 kg et l'intérieur redevient celui, beaucoup plus classique, de la R5 Alpine Turbo. Bon, c'est un peu moins exotique, d'accord, mais la mécanique furieuse, elle n'a pas bougé d'un poil. Troisième partie, le choc des chronomètres. Parce que bon, la fiche technique c'est bien beau, mais sur la route ça donne quoi concrètement? Eh bien, 6,9 secondes. Retenez bien ce chiffre, il est ahurissant pour 1980. C'est le temps qu'il fallait à ce monstre pour abattre le 0 à 100 km/h. Avec son petit moteur de 1,4 litres, elle humiliait littéralement les Porsche 911 de l'époque au feu rouge. À l'accélération, c'était le fameux coup de pied aux fesses, une violence absolue qui vous clouait purement et simplement au siège. Alors parlons des chiffres, 160 chevaux à 6000 tours par minute et 210 km/h en pointe. Ça a l'air presque raisonnable dit comme ça, non? Mais attention, les chiffres cachent la vraie nature de la bête. Entre son empattement minuscule, ses voies arrière ultra larges et surtout ce temps de réponse du turbo qui était interminable avant d'exploser d'un coup. C'était une voiture pour les vrais pilotes. Il fallait anticiper le lag du turbo en plein milieu du virage. C'était sauvage, extrêmement exigeant. En gros, la moindre petite erreur de jugement et ça se payait cash. Quatrième partie, un look légendaire. Évidemment, impossible de cacher une mécanique pareille sous une carrosserie de tous les jours. Le vrai choc visuel, il est à l'arrière, complètement bodybuildé. L'ajout de ces immenses prises d'air latérales, ce n'était pas juste un choix esthétique pour frimer, hein. Non, c'était une nécessité absolue pour alimenter et refroidir le moteur central qui crachait ses flammes juste dans le dos des passagers. C'est l'illustration parfaite du principe « la forme suit la fonction ». Ça donne cette silhouette trapue, asymétrique, presque intimidante, avec des ailes XXL prêtes à avaler le bitume. Et chaque détail a été pensé pour marquer son époque. La voiture chaussait des jantes au dessin spécifique et millimétrique, avec les fameux pneus Michelin TRAX, le top de la technologie à ce moment-là. Et impossible de passer à côté des couleurs de lancement, le rouge grenade et le bleu Olympe, avec les pare-chocs assortis. Ces choix de design ultra marqués, c'est exactement ce qui a propulsé cette machine au rang d'icône absolue chez les collectionneurs de Youngtimers aujourd'hui. Cinquième partie, le mythe Ragnotti. On le sait tous, une voiture de course, même géniale sur le papier, ça reste finalement un assemblage de métal et de plastique sans le pilote pour la dompter.
Et l'ascension a été fulgurante. Fin des années 70, on a cette idée folle. En 1980, on lance la Turbo 1. Et dès 1981, bam, la consécration ultime, la victoire au mythique rallye de Monte-Carlo. Sous les yeux du monde entier, le concept prouve qu'il est redoutablement efficace. C'est l'âge d'or du sport auto français qui s'écrit en direct. Et cette victoire de 81, elle a un nom, un visage, Jean Ragnotti. C'est vraiment lui qui a forgé le mythe de cette voiture. Son pilotage était totalement instinctif, généreux. Il maîtrisait la brutalité de ce turbo à l'ancienne comme personne d'autre. D'ailleurs, l'anecdote que tout passionné garde en tête, c'est sa fameuse conduite tout en glisse. Et surtout, ses légendaires 360 degrés réalisés en pleine spéciale, notamment au Tour de Corse, juste pour le spectacle et le bonheur des fans. Ce mariage parfait entre un pilote complètement acrobate et un monstre mécanique indomptable, c'est ça qui a inscrit la RS5 Turbo dans la légende. Alors, pour conclure ce décryptage, aujourd'hui, avec cette architecture de supercar dans un format poche, elle reste l'une des pièces les plus exclusives et brutales jamais produites en France. Ce qui nous amène inévitablement à nous poser une vraie question. Est-ce que dans notre monde moderne, avec toutes ces assistances électroniques, ces lissages de performance et ces voitures toujours plus aseptisées, on reverra un jour un monstre aussi imparfait, aussi terrifiant mais aussi parfait que la R5 Turbo? Pas sûr. Son histoire nous rappelle une époque magnifique où le frisson naissait justement du danger et de la sauvagerie. Un véritable monstre de l'asphalte qui n'a pas fini de nous hanter. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes passionnantes.